Dans ce sixième chapitre sur les enjeux de la psychologie de la santé en psychiatrie, après avoir vu une introduction à la psychologie de la santé dans le chapitre 1, les modèles de maladie et de santé dans le chapitre 2, la notion de relation médecin-malade dans le chapitre 3 avec le docteur Sermolacci, la notion de personnalité et de santé dans le chapitre 4 avec le docteur également Sermolacci. Dans le chapitre 5, nous avons vu l'empathie et la motivation. Désormais, dans ce chapitre 6, nous allons voir la stigmatisation. Dans les sociétés occidentales, les personnes présentant un trouble mental souffrent de stigmatisation. Longtemps isolées de la communauté dans les asiles, elles continuent à subir des discriminations malgré la désinstitutionnalisation et leur intégration progressive dans la société à compter des années 60. Il s'agit donc de connaître des notions importantes autour du concept de stigmatisation. Les objectifs sont de connaître la définition de la notion de stigmatisation, mais aussi d'auto-stigmatisation, de comprendre les notions d'injustice épistémique et de comprendre la notion d'effet de boucle. Dans cette première partie, nous allons voir la notion de stigmatisation et d'auto-stigmatisation. L'origine du concept de stigmatisation, les principaux modèles sociologiques, les implications des stigmatisations publiques et internalisées ou autostigmatisation seront abordés. L'ensemble de ces concepts ont été bien synthétisés dans une thèse de psychiatrie soutenue à l'Université de Bordeaux en 2015. Le concept de stigmatisation trouve ses fondements dans la notion de déviance, selon laquelle les caractéristiques déviantes des normes sociales sont étiquetées. Le concept de stigmatisation trouve ses fondements dans l'interactionnisme symbolique, doctrine psychosociologique associée à l'école de Chicago dans les années 30. L'approche interactionniste conçoit la déviance comme résultant d'un processus interactif séquentiel. Il s'agit d'une qualité conférée rétrospectivement à un individu à travers une réaction socialement organisée, où une étiquette de déviant est posée. Il s'agit alors de distinguer le fait de commettre un acte transgressif et d'autre part, les conséquences de la réaction sociale de rejet face à un comportement atypique d'un individu qui retentisse sur son identité psychosociale. L'attribution d'une caractéristique déviante des normes sociales au moyen d'une étiquette déclenche le processus de stigmatisation sociale formelle. L'étiquette est la condition préalable à la défiance qui justifie la stigmatisation. Il s'agit de la théorie de l'étiquetage ou labeling theory, terme introduit par Baker dans son ouvrage Outsider. Selon Baker, le déviant est celui à qui l'étiquette de déviant a été appliquée avec succès. Le comportement déviant est le comportement que les gens stigmatisent comme tel. En 1963, le sociologue américain Erwin Goffman publie un essai sur le concept de stigmatisation. Il la définit comme liée à un attribut qui discrédite profondément et réduit le porteur de l'attribut, personne à part entière, à un contaminé, un laissé pour compte. La stigmatisation d'un individu affecte son identité et complique les interactions interpersonnelles. Scheff, en 1966, est le premier à avoir appliqué la théorie de l'étiquetage aux troubles mentaux. Lorsqu'une déviance est étiquetée trouble mental, la pression sociale mènerait l'individu à se comporter conformément aux attentes des stéréotypes sociaux. Comme s'il acceptait l'étiquette que la société lui impose, l'individu alors se manifesterait comme tel. L'acte social d'étiqueter une personne comme déviante tendrait à altérer sa conception en incorporant cette identification. La personne déviante se comporterait comme il est supposé se comporter, façonnant ainsi tout un pan de son identité. Cette identité déviante favoriserait à son tour la réalisation d'actes déviants, favorisant encore la stigmatisation. Selon ce point de vue, les troubles mentaux seraient fortement liés à ce processus. La théorie vue précédemment est à nuancer cependant, car les troubles mentaux ne sont pas liés à la stigmatisation. Ils ont des étiologies multiples, biologiques, psychologiques et sociales. Link, en 1987, va donc s'attacher à souligner que l'étiquetage peut affecter la vie des personnes d'autres façons qu'en produisant directement le trouble mental. Il va suggérer que les individus qui souffrent de troubles mentaux ont vraisemblablement intériorisé une image négative de la maladie mentale avant d'avoir été étiquetés. Il s'intéresse donc plus à la conséquence de la stigmatisation qu'à ses causes et précise la manière dont les personnes étiquetées, avec un trouble mental, subissent des discriminations. C'est le fondement de la théorie de l'étiquetage modifié. Selon cette théorie, le processus de stigmatisation est séparé comme suit. Tout d'abord, le concept d'étiquetage, qui vient de Baker. Selon ce concept, la plupart des différences interhumaines ne sont pas forcément pertinentes socialement et ne sont pas sujettes à une étiquette. Mais de nombreuses différences ont un degré élevé de séance sociale qui, selon la théorie de l'étiquetage, sont étiquetés par les individus, en particulier ceux n'étant pas porteurs de ces conditions. Ensuite, il y a les stéréotypes. La différence étiquetée est assimilée par la société à un ensemble de caractéristiques indésirables.
Par exemple, l'étiquette de personne ayant déjà été hospitalisée pour un trouble mental est associée à des croyances stéréotypées négatives de type dangerosité, etc. Puis il y a la séparation du groupe social étiqueté. Les personnes étiquetées, c'est-à-dire le groupe stigmatisé, sont placées dans des catégories sociales distinctes du groupe qui les stigmatise. Enfin, le concept d'expérience de perte de statut social et de discrimination, l'étiquetage négatif, le stéréotype négatif, conduisant à un raisonnement de dévaluation et de rejet. La personne ayant des caractéristiques considérées comme indésirables voit immédiatement son statut social réduit aux yeux de ceux qui la stigmatisent. La discrimination pouvant être définie comme un acte comportemental ou verbal négatif envers un individu ou plusieurs membres d'un groupe social à propos duquel il existe un préjugé négatif. Pour résumer, une personne ou un groupe social est stigmatisé lorsqu'il est étiqueté par ses différences distinguées par la société, considérées comme des caractéristiques indésirables, mis à part, expérimentant de ce fait une perte de statut social et de la discrimination. Cette discrimination conditionnant un devenir inégalitaire vis-à-vis de la société, l'individu stigmatisé subissant alors des désavantages multiples en termes de chances de vie, au niveau éducation, professionnel, accès au logement, accès à la santé. Le concept de stigma power, ou pouvoir de stigmatisation, a été introduit par Phelan en 2008, qui le définit comme la capacité à maintenir par des processus de stigmatisation des individus en dehors du groupe social. La stigmatisation serait motivée par trois objectifs. Le premier est l'application des normes sociales. La réaction initiale d'un individu face à un autre individu présentant des symptômes de troubles mentaux est généralement un comportement visant à modifier la rupture que présente la personne souffrant de cette pathologie. Sorte de tentative pour essayer de garder l'individu différent inséré dans le groupe social. Cependant, ces réactions visant à enrayer le symptôme échouent. Les comportements liés aux troubles mentaux ne sont pas normalisés. À ce stade, la mise à l'écart peut être une stratégie utilisée par l'individu stigmatisant pour éviter les comportements non normatifs. Il s'agit de garder le sujet en dehors. Mais la mise à l'écart est facilitée quand le statut de la personne stigmatisée est dénigré, rendant celle-ci impuissante, créant alors une position d'autorité, voire de domination de la personne stigmatisante sur la personne stigmatisée. Le processus de stigmatisation implique des cognitions, des émotions et des comportements qui touchent à la fois la personne stigmatisante et la personne stigmatisée. Les caractéristiques indésirables ou stéréotypes sont intégrés par les membres de la société à travers les croyances culturelles. Les stéréotypes sont en effet des structures cognitives de connaissances, des croyances culturelles communes apprises avec la socialisation à propos d'un groupe social ciblé. Par exemple, la croyance que les personnes atteintes de maladies mentales sont dangereuses. L'adhésion aux croyances culturelles communes provoque des réactions émotionnelles. Ce sont les préjugés, les conséquences cognitives et émotionnelles du stéréotype. Par exemple, c'est vrai, les individus avec un trouble mental sont dangereux, ils me font peur. La peur, la pitié et la colère sont les trois principales réactions émotionnelles dans le cas de la stigmatisation. Ces processus cognitifs et émotionnels entraînent des comportements dits de discrimination, par exemple l'évitement des personnes souffrant de troubles mentaux. Il s'agit alors de distinguer la stigmatisation publique et l'autostigmatisation. La stigmatisation publique est le phénomène de stigmatisation de groupes sociaux approuvant les stéréotypes à propos d'un groupe stigmatisé. L'autostigmatisation ou stigmatisation internalisée est l'internalisation de la stigmatisation publique par les personnes sujettes à stigmatisation. L'autostigmatisation constitue possiblement un frein à l'investissement de l'individu dans les soins psychiatriques. En évitant l'étiquette, il ne va pas aller vers les soins, et cela peut diminuer sa menace perçue de stigmatisation publique en lien avec le fait, par exemple, d'aller dans un hôpital psychiatrique. De plus, les acteurs de soins eux-mêmes sont susceptibles d'avoir des attitudes de stigmatisation dans le cadre de la stigmatisation publique, et cela peut réduire fortement l'accès aux soins des personnes stigmatisées avec un trouble mental. Ainsi, la stigmatisation a de nombreuses conséquences en termes d'estime de soi, d'espoir, de risque suicidaire, de fonctionnement social, d'adhésion à la prise en charge chez les personnes souffrant de troubles mentaux. Les personnes atteintes de pathologies mentales souffrent en plus de nombreuses comorbidités somatiques, troubles cardiovasculaires, métaboliques, diabète, réduisant leur espérance de vie. Leur stigmatisation par les médecins ou les étudiants constitue potentiellement un frein à leur accès aux soins, dont il faut être conscient pour essayer d'améliorer la santé des personnes souffrant de troubles mentaux.
Dans cette deuxième partie, nous allons voir une autre caractéristique en lien avec la stigmatisation, une caractéristique plus épistémique, plus sur la connaissance. En effet, le concept d'injustice épistémique s'intéresse à la manière dont la capacité d'un sujet a de produire du savoir et la manière dont cette capacité peut être déniée ou minorée par la stigmatisation notamment. La prise en charge de la connaissance des patients, de la vie des patients, fait l'objet de nombreuses réflexions, comme en témoigne la promotion d'une médecine centrée sur le patient, l'émergence des patients experts, ou le rôle croissant des associations d'usagers dans la réflexion médicale. Les patients et leurs proches peuvent nous aider à améliorer nos connaissances et nos pratiques. Mais il est compliqué d'identifier ce savoir expérientiel, d'y accéder et de l'articuler avec la connaissance médicale. En ce sens, le concept d'injustice épistémique pourrait apporter une clé de compréhension utile. Il désigne une classe spécifique de préjudice dans laquelle la capacité d'une personne à se positionner comme sujet épistémique, c'est-à-dire producteur de savoir, est involontairement déniée ou minorée. Ainsi, la notion d'injustice épistémique explore la capacité des personnes à produire un savoir et la capacité de son interlocuteur à le prendre en compte. L'injustice épistémique est un concept qui consiste à désigner une classe spécifique de préjudice dans laquelle la capacité d'une personne à se positionner comme producteur d'un savoir est déniée ou minorée. Cette notion donne un nouveau cadre conceptuel à l'étude de phénomènes plus larges qui sont ceux des inégalités et des discriminations. Il s'agit de distinguer deux grands cadres d'injustice épistémique, l'injustice testimoniale et l'injustice herméneutique. L'injustice testimoniale se produit quand la personne, locutrice, est discréditée dans sa capacité à produire un savoir, du fait d'un préjugé de la personne auditrice, du fait d'une stigmatisation. Elle entraîne un déficit de crédibilité de l'orateur en minorant sa contribution épistémique par rapport à son interlocuteur. L'injustice herméneutique désigne le désavantage cognitif qui affecte un sujet lorsqu'il tente d'interpréter une expérience sociale pour laquelle lui ou sa communauté possède une compréhension incomplète. Elle survient lorsqu'il existe un manque de ressources conceptuelles pour l'analyser de cette expérience. Donc, les injustices testimoniales reposent sur l'existence de préjugés négatifs et les injustices herméneutiques sur un manque de ressources interprétatives permettant de restituer l'expérience du sujet. La population de patients souffrant de troubles mentaux sont plus vulnérables à ces injustices épistémiques. Il existe plusieurs facteurs prédisposant à ces injustices associées aux troubles mentaux. On peut notamment retrouver trois facteurs communs à tous les troubles mentaux. Premièrement, les problèmes associés, et en partie causés par les maladies mentales. Les désavantages cognitifs, socio-économiques qui touchent les patients. Également la pauvreté, l'isolement social ou l'inactivité professionnelle sont autant de facteurs pouvant favoriser une dévaluation de la crédibilité de la personne. Facteurs qui s'ajoutent à son statut de entre guillemets, malade psychiatrique. Deuxièmement, la primauté est actuellement accordée par les professionnels de santé aux signes objectifs par rapport au discours du patient, considéré comme plus subjectif. La psychiatrie a en plus peu recours à des examens complémentaires pour établir un diagnostic positif. La crédibilité des diagnostics et des prises en charge psychiatriques en serait diminuée du fait des professionnels des autres spécialités médicales comme des psychiatres eux-mêmes. Enfin, les préjugés négatifs associés aux troubles mentaux en général, menant à une stigmatisation des personnes qui en souffrent, comme nous l'avons vu. Ces patients sont souvent décrits comme ayant a priori plus d'irrationalité et de manque de fiabilité. Les injustices épistémiques touchent donc particulièrement les usagers en santé mentale, les personnes souffrant de troubles mentaux. Donc. Pour essayer d'améliorer cette injustice épistémique, cette notion doit être abordée au cours de la formation en santé et en médecine. Deuxièmement, l'utilisation de la phénoménologie, c'est-à-dire de l'attention au vécu des gens, pourrait être un outil essentiel pour lutter contre les injustices épistémiques. En essayant de mieux décrire l'expérience de la maladie par les sujets, cela permettrait une attention au savoir que ce discours détient. Le rôle des associations d'usagers et également des institutions permettant de défendre la parole des patients soignés est également très importante. Il ne s'agit pas uniquement de justice sociale, mais d'une précision épistémique supplémentaire qui ne devrait in fine que faire progresser la validité des classifications psychiatriques et du savoir sur les troubles mentaux. Cette validité serait primordiale car elle guide la recherche et a un impact sur les pratiques cliniques et les politiques de santé. De plus, l'exclusion des usagers de la description des troubles mentaux les rend moins fiables et cette exclusion affaiblit les ressources conceptuelles à la disposition des patients.
L'inclusion des usagers dans les processus de révision des classifications des troubles mentaux pourrait permettre de réduire le déséquilibre épistémique. Cette inclusion tend à être de plus en plus consensuelle au sein de la communauté scientifique. Elle peut avoir lieu lors de la dénomination des troubles mentaux, lors de l'inclusion ou l'exclusion de certains troubles mentaux des systèmes de classification, lors de la définition des critères diagnostiques définissant un trouble mental. En effet, à cet endroit-là, l'intégration du point de vue des usagers pourrait permettre de mieux hiérarchiser les différents critères en fonction de leur pertinence clinique et aider les chercheurs et les cliniciens à définir des cibles thérapeutiques plus optimales. Deux méthodes rigoureuses ont pu être développées dans ce sens. Les Patient Related Outcome Measures, PROM, et les Core Outcome Set, COS. Ces méthodes permettent d'identifier les symptômes les plus pertinents en se fondant sur la vie et le vécu des patients. Les PROM sont fondés sur un consortium financé par la National Institute for Health qui vise à créer des questionnaires de base mesurant les domaines clés permettant d'évaluer la santé se manifestant dans les troubles chroniques, en particulier du point de vue du patient. Les causes, quant à eux, correspondent aux plaintes rapportées de manière systématique par les patients de telle sorte qu'ils puissent être utilisés dans les essais contrôlés randomisés et de les encourager lors de la collecte de grandes quantités de données afin d'améliorer la généralisabilité et la crédibilité des systèmes de santé. Enfin, le financement de la recherche, qui intègre de plus en plus les usagers, pourrait permettre une meilleure identification des manifestations clés et aider à orienter les recherches en santé mentale vers des critères cliniques plus pertinents au regard de l'injustice épistémique potentielle que les patients pourraient subir. Après avoir vu la notion de stigmatisation et la notion d'étiquetage en lien avec la stigmatisation, le fait d'être étiqueté porteur d'un trouble mental, puis d'avoir vu la notion d'injustice épistémique, il s'agit de voir la notion d'effet de boucle pour comprendre que lorsqu'on lutte contre l'injustice épistémique, l'effet d'étiquetage peut avoir un effet différent sur le sujet et même lui permettre de se réapproprier cette condition qui était stigmatisée. Donc c'est un effet de boucle et on va voir un peu ces mécanismes. Pour comprendre cet effet de boucle, il faut d'abord voir que les éléments de stigmatisation et d'injustice épistémique et de connaissance sur les étiquettes faites sur des groupes de gens ne sont jamais statiques. Elles sont toujours dynamiques et en interaction. En effet, il existe des interactions continuelles entre les gens et les étiquettes, impliquant les classifications et ses critères d'application. Par exemple, le nom d'une maladie, l'énoncé formel de ces critères est défini dans les manuels diagnostiques, notamment des troubles mentaux comme le DSM, Diagnostic Statistical Manual. Ce sont les comités d'experts qui décident du nom donné au trouble. Mais la classification et le nom passent dans la langue courante et vivent dans le discours ordinaire de l'époque. Ensuite, il y a les gens qui sont classifiés et leur comportement. Il y a également les institutions, par exemple les institutions qui prennent en charge les troubles mentaux, les médecins, les systèmes d'assurance, les instituts de recherche. Enfin, il y a la connaissance. La connaissance des experts, basée sur des faits établis et des théories admises, et la connaissance également populaire, qui se nourrit du savoir expérientiel, phénoménologique, mais également des articles de presse, des ouvrages de vulgarisation, etc. L'ensemble de ces domaines sont en interaction, comme on peut le voir sur la figure de droite, et font que les étiquettes ne sont pas des éléments statiques et sont en continuelle redéfinition. La mise en place d'étiquettes et de classifications, comme la notion de porter le diagnostic d'un trouble mental, se confronte à des impératifs qui peuvent être définis de la manière suivante. Tout d'abord, un impératif de définition. Les sciences qui voudraient étudier et connaître classe de gens doivent commencer par clarifier, préciser et définir. Puis il s'agit de compter et de corréler. Ce sont les impératifs de la statistique. Ensuite, il s'agit de quantifier, de transformer des qualités en quantité. Par exemple, de transformer la corpulence en indice de masse corporelle. Ensuite, de médicaliser, au sens de la médecine clinique, au sens du normal et du pathologique. Ensuite, de normaliser. Cela consiste à définir des normes mesurables et quantifiables, afin de déterminer sur un domaine quantifié la distinction entre le normal et le pathologique. La biologisation consiste à trouver une origine biologique aux caractéristiques qu'on le définit sur les caractéristiques de l'étiquette et des gens qui sont soumis à cette étiquette. Les critères d'un trouble mental doivent pouvoir être, au final, déterminés par une origine biologique, même si d'autres facteurs entrent en compte. L'impératif de rendre génétique enjoint de rechercher une origine génétique
aux caractéristiques des individus sous une classe donnée. Il est en continuité avec l'impératif précédent qui est d'ordre biologique. Rendre biologique, c'est souvent trouver une origine génétique. Enfin, la fait de bureaucratiser et d'adapter les classifications aux besoins administratifs. Par exemple, les diagnostics de troubles mentaux permettent le remboursement des soins dans le cadre de la psychiatrie. Et le dernier critère important en lien avec la notion d'injustice épistémique est de permettre de prendre possession de son identité. En effet, les gens qui sont désormais classés par les experts, selon les critères propres aux experts, se mettent à revendiquer cette expertise pour eux-mêmes. Ils commencent à déclarer qu'ils sont eux-mêmes les experts de cette catégorie de gens, de la classe dont ils sont les membres. Cette auto-appropriation est différente de l'autostigmatisation. Les gens s'approprient leur classe, les critères, et la rapatrient dans leur domaine. Ils en prennent un peu le contrôle et retirent des mains des experts la légitimité unique du savoir porté sur cette classe. Cet impératif, très important, souligné par Yana King dans ses cours du Collège de France notamment, va permettre de comprendre l'effet de boucle. Ainsi, Yana King, dans ses cours au Collège de France, va proposer une notion originale pour dépasser la notion de stigmatisation. Il ne nie pas la stigmatisation, bien au contraire, mais souligne la possibilité dans la réappropriation de la notion d'étiquetage par les sujets, une possibilité plus positive. Au-delà de la stigmatisation, les processus d'étiquetage peuvent permettre de façonner les gens, et pas uniquement de les isoler, de les stigmatiser ou de les discriminer. Il utilise le terme de façonner, qui est un terme ancien, qui a un sens général de travailler une matière pour lui donner une forme particulière. On façonne la glaise au sens de pétrir, de modeler. Donc dans façonner les gens, il souligne que cette interaction entre le savoir, les étiquettes, peuvent permettre au sujet de reprendre la possession de son identité. Et il souligne que façonner les gens, c'est modifier l'espace de possibilités qui définit la personne. Il y a donc une notion de liberté dans cette possibilité de se réapproprier un savoir sur soi-même. Les catégories et les gens qui les composent sont apparus en fait main dans la main, presque simultanément. Cette apparition est interactive, et cela laisse la possibilité d'effet de boucle. L'individu classifié est modifié ou se modifie lui-même du simple fait qu'il est classifié. Par conséquent, puisque les gens classifiés changent, notre connaissance de la classe en question doit être révisée. Et même les critères d'application du nom de la classe peuvent être modifiés. Il y a un cercle de conséquences que nous pouvons désigner comme un effet de boucle. La création d'une nouvelle classification, la modification des critères pour l'application d'une classification ancienne peut avoir des effets sur les individus classifiés qui assument ou repoussent les attributs qui les caractérisent dans la nouvelle classe. En plus, de nouvelles possibilités de choix ou d'existence surviennent du fait de la création de nouvelles classes. Ainsi, on voit sur la figure de droite que le modèle se complexifie. Le sujet classifié peut être conscient d'appartenir à une classe, peut modifier son comportement et peut modifier la perception qu'il a de soi-même. Et cela peut se confronter aux classifications dites scientifiques. Mais en fait, il y a une interaction beaucoup plus complexe entre la classification, les gens et les comportements qui sont classifiés, les institutions et la connaissance à la fois scientifique et populaire qui, en fait, va conduire à des effets de boucle où les catégories vont changer progressivement avec la prise en compte du comportement et des connaissances que les personnes classifiées apportent dans ce système interactif, à condition d'avoir pris en compte la notion d'injustice épistémique et de stigmatisation qui risque de mettre de côté cette possibilité d'interaction dans l'effet de boucle. En conclusion, la stigmatisation est liée à un processus d'étiquetage. La stigmatisation touche les sujets avec un trouble mental notamment. Les professionnels de santé doivent en avoir conscience car ils peuvent être impliqués dans ces processus de stigmatisation qui peuvent limiter l'accès au système de santé des personnes souffrant d'un trouble mental. Cela peut avoir un impact important sur la santé de ces sujets et réduire fortement leur espérance de vie. Par ailleurs, une autostigmatisation peut se surajouter et avoir également des effets délétères. Stigmatisation et autostigmatisation entraînent également des injustices épistémiques. Les effets de boucle peuvent cependant permettre d'utiliser les processus d'étiquetage dans un but de création de nouvelles possibilités, à partir du moment où les injustices épistémiques sont réduites par des dispositifs spécifiques.